Les amis, aujourd'hui, on va parler des maisons containers. Alors, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui m'intéresse réellement, à la fois sur le plan structurel, à la fois sur le plan culturel, pourquoi pas. J'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup de réponses. Je voulais pas amener ça comme une espèce d'acquis en disant j'aime pas les maisons containers parce que c'est pas de la construction, ou au contraire j'adore les maisons containers parce que en mode Ikea tu reçois ton container et tu vis dedans. C'est totalement faux. Donc il faut un juste milieu, il faut surtout avoir une approche et une analyse pragmatique, intéressante, et on va essayer, si possible, de la faire amusante, ça va être un peu plus compliqué. Je vais me baser sur 4 vidéos qui circulent sur YouTube et qui sont de très bonne qualité. Et ces 4 vidéos, elles ont l'avantage de présenter un certain nombre d'avantages sur les maisons containers, tout en éludant les inconvénients. Tu vois où je... Ouais, t'as compris, tu vois où, t'as vu où je voulais en venir quand même. Bon, la première, c'est Julien Malara. Je l'aime beaucoup, c'est un jeune garçon qui est très bon. Quand il présente son travail, je trouve ça, c'est vraiment super bien fait. C'est limpide. Il nous cache un peu des trucs, Julien Malara, quand même. Il nous cache des petits détails qu'on va regarder, hein, puisque c'est le but de cette vidéo. Bref, bref. Allez, je vais aborder immédiatement les premières choses hein, qui me viennent comme ça, qui me tapent à l'œil, qui me forcent à essayer de réfléchir sur la structure, déjà d'une part, des maisons containers. Donc sur la vidéo que nous voyons actuellement, on voit Julien qui débite complètement les parties métalliques de la partie étroite du container. Et ce qui est intéressant sur cette vidéo, d'ailleurs, vous verrez, je l'entourerai avec la souris, c'est qu'on se rend compte que la pièce d'acier, que moi j'appelle un longeron, en bâtiment, on appellerait ça un linteau. Donc c'est la pièce supérieure, vous verrez ma souris se positionner sur cette pièce-là. Donc là, il n'y a pas besoin de prendre un cabinet d'études structure pour comprendre que cette pièce qui est censée faire linteau n'en est pas un. Donc cette pièce, mécaniquement, elle est juste pas bonne pour une maison individuelle. Donc ça, c'est le premier point, c'est un point purement structurel. Donc pour moi, gros défaut de stabilité structurelle des éléments de container sur leur partie horizontale. Je ne parle pas des piliers. Les piliers des containers sont étudiés pour reprendre énormément de poids, donc vous le verrez dans les différentes vidéos. Donc ça, je suis d'accord. Donc on a ce qu'on appelle en bâtiment la descente de charge. Donc la descente de charge sur un container, elle est parfaitement gérée puisque le container est censé recevoir au-dessus de lui un autre container et un autre container et un autre container. En revanche, les containers ne sont pas du tout conçus pour éviter le phénomène de flèche, ce qui est censé faire un linteau, notamment au droit d'une ouverture. Donc là, pour moi, ça, c'est pas bon, ça marche pas. Aucun cabinet de structure, normalement, ne doit valider ce type de travaux. Toujours en ce qui concerne les éléments structurels, donc là, on voit que Julien décide, et il l'explique d'ailleurs dans la vidéo, parce qu'il y a plusieurs moyens de lier les containers les uns aux autres, et Julien prend la décision de les souder. Je ne dis pas qu'il y a une meilleure manière, une meilleure solution technique qu'une autre. J'essaye simplement d'analyser sur un plan purement technique, puisqu'on parle de maison. Donc si la solution qu'utilise Julien dans ce cas-là est viable, encore une fois, je suis assez charmé par le processus, donc j'essaye juste d'avoir une vision d'expertise si demain je devais aller sur un chantier de ce type et donner mon avis professionnel. Eh bien, le résultat, il est malheureusement à décharge. C'est-à-dire que, en fait, aucun bureau de structure, encore une fois, ne validera la soudure de deux éléments structurels l'un et l'autre. J'ai écrit un article il n'y a pas très très longtemps sur les terrasses acier. Vous remarquerez depuis quelques années déjà que la plupart des structures en acier sont boulonnées dorénavant. Elles ne sont plus soudées. Et pourtant, les soudeurs savent ce qu'ils font. Donc, en général, ils travaillent plutôt de manière efficace, professionnelle et en évitant au maximum qu'il y ait un risque d'accidentologie. Dans le cas de Julien et dans le cas des raccordements de chacun des containers les uns aux autres, donc on a 4 containers dans sa vidéo, qu'on va devoir
solidarisé, hein, pour éviter qu'il bouge, tout simplement, eh bien, la méthode de la soudure, elle serait systématiquement invalidée par un bureau d'études structure. Aucun bureau d'études structure n'acceptera de prendre en garantie ce type d'ouvrage. Voilà. Donc c'est soit boulonné, soit rien, mais pas soudé. Voilà, donc c'est encore un élément qui malheureusement n'est pas clairement explicite sur les vidéos. Je crois qu'il n'y a que David dans sa vidéo qui en parle, et c'est très bien. Mais attention, donc attention sur ce point-là, ça, sur un plan structurel, ça ne marche pas. C'est interdit de toute manière. Donc voilà. Donc là, on arrive sur la partie toujours structurelle. Hein, donc Julien, dans sa conceptualisation d'une maison container, il a décidé de recréer une charpente par-dessus, ce qui, à mon sens, est plutôt un bon concept. Donc, en l'occurrence, on va ici travailler sur des éléments structurels bois qui devront être, d'une manière ou d'une autre, solidarisés avec des éléments en acier. Ça, on sait parfaitement faire, notamment les gens qui font de la charpente métallique en structure avec une charpente bois en couverture, savent très très bien le faire. La seule chose qui m'embête sur un plan structurel, c'est le fait que, et vous le voyez sur la vidéo, Julien nous dit qu'il utilise des madriers de 75 par 225. Donc, en fait, encore une fois, ça ne marche pas. Donc, c'est très étonnant parce qu'en début de vidéo, Julien nous dit qu'il a dépensé 2000 euros, je crois, ou 1500 ou 2000 euros, 1500 euros, si mes souvenirs sont bons, pour une étude structure. Bon, on sait qu'un container, ça fait 10 ou 12 mètres de long, hein, 10 mètres, je crois. Donc, une panne, puisqu'on parle bien de panne, hein, donc ce sont des éléments de charpente qui sont parallèles à la sablière et qui prennent le bâtiment en franchissement de part en part. En 75-225, elle ne marche pas. Je veux dire, elles ne permettent pas de franchir 10 mètres sans avoir à minima des points d'appui intermédiaires. Mais Julien nous dit qu'en fait, elle ne repose que sur les parties solides, entre guillemets, des containers, c'est-à-dire sur les appuis périphériques. Ben, en fait, non, ça ne marche pas. Et en plus, il en met deux l'une sur l'autre. Donc c'est pareil, c'est encore pire. En fait, deux pannes de 225 l'une sur l'autre ne font pas une panne de 450. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Donc c'est, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas... Alors il est à Tournu, donc je connais un tout petit peu le secteur. Il ne faut pas qu'il y ait trop de neige. Hein. Parce que s'il y a trop de neige, ça va fléchir et ça va venir appuyer sur les containers. Alors forcément, les containers, ils sont quand même suffisamment solides pour recevoir les charges temporaires, notamment les charges temporaires de neige. Mais il ne faut pas qu'il y ait 40 cm. Parce que ces pannes, elles ne vont pas tenir. Elles vont flécher, donc elles vont venir appuyer sur la structure en acier. Et on a vu que la structure en acier, elle est faite pour recevoir du poids sur ses points d'appui. Pas sur le reste. J'ai un gros doute. Donc là, je pense qu'il y a un véritable défaut de conception. Donc il faudrait trouver quelque chose de vraiment de différent si on devait faire une maison container. Ou alors utiliser des lamellés collés, mais des lamellés collés sur 12 mètres, il faudrait calculer ça en fonction de la zone de neige, évidemment, mais je pense qu'on serait plutôt sur des pannes de 480, 48, 480 de hauteur. 10, 12 sur 480. Et là, on n'est plus du tout sur le même budget, déjà d'une part. Donc ça semble un peu plus cohérent. En tout cas, ce qu'on nous montre là sur la vidéo, ça ne marche pas, d'accord. Ça va marcher là pendant quelques temps, mais si un jour il y a un gros coup de neige, les pannes ne sont pas adaptées pour. Elles vont venir flécher, d'ailleurs elles vont venir flécher même sans la neige, hein, c'est-à-dire elles vont flécher sous leur propre poids. Voilà. Donc ça, c'était encore une fois pour la partie structurelle. Et je ne critique pas, j'analyse, c'est pas pareil. Eh bien, chapeau, c'est une très bonne solution. C'est quelque chose qui tend à se répandre, même si je trouve qu'il n'est pas suffisamment employé aujourd'hui. Le technopieux, pour moi, c'est une solution qui est fiable en tout point. En tout point. Donc c'est très fiable en ce qui concerne la stabilité structurelle du futur bâtiment, tant dans son horizontalité que dans son éventuel mouvement, puisque les technopieux vont chercher la profondeur. Ça évite aussi de mettre du béton, très facile à mettre en œuvre, très rapide, c'est vraiment très rapide, il n'y a pas de temps de sèche, des choses comme ça. Par contre, ça mérite une étude de sol, une grosse étude de sol, et
Bon, je dirais pas que c'est cher ou que c'est pas cher, parce que l'un dans l'autre avec le béton, mais encore une fois, comme Julien met en avant la connotation de autoconstruction, alors si vraiment c'est de l'autoconstruction, à ce moment-là, les technopieux sont plus chers qu'une fondation avec une semelle de fondation courante, parce que son terrain est vachement plat, quoi. Donc si Julien avait décidé de louer un petit tractopelle, pas un gros, hein, un petit tracto, de faire son implantation, d'aller taper dans le terrain et de couler ses fondations avec des semelles de fondation qui sont suffisamment chaînées et armées, et faire des petits pieux, des petits pilotis en béton, ça lui aurait coûté beaucoup moins cher que 10 000 euros. Donc c'est un peu antinomique. Donc oui, c'est intéressant quand on le fait faire, mais quand on est en autoconstruction, je ne vois pas du tout l'intérêt économique. Il y a un intérêt structurel, c'est clair et net, mais pas économique, pas du tout. Parce que si moi je dois faire une fondation de ce type-là, c'est un rectangle, hein, c'est un carré, hein, c'est 10 par 12, c'est un rectangle, avec peut-être 2 refends, il faudrait le calculer, ça me reviendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que les 10 000 euros que nous sort Julien sur son élément là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'intègre pas ça au prix de la maison hors d'Order. Parce que c'est là où c'est un peu ambigu, c'est là où je trouve que c'est très ambigu en définitive. Voilà, je reviens maintenant sur toujours un aspect structurel, mais un aspect structurel qui ne concerne pas à proprement parler la structure du container, mais sur sa commodité, sur sa viabilité en définitive. Et là, on passe à l'intérieur de la maison. Et à l'intérieur de la maison, on peut se rendre compte, du premier coup d'œil, qu'il y a plusieurs choses qui sont assez étonnantes en matière de maison conteneur. Julien nous le dit. Il est honnête, il nous dit qu'il voulait une maison atypique. C'est la raison pour laquelle il a laissé le parement type bacassien, on va dire, à l'intérieur de sa maison. Or, moi, ça me pose immédiatement un questionnement sur l'aspect structurel, sur l'aspect commodité, sur l'aspect viabilité, en définitive, de l'intérieur. Parce qu'il est question de confort. Une maison, ce n'est pas un atelier, c'est un endroit où, en règle générale, c'est un endroit où on a besoin de confort. Le fait d'avoir laissé les parois intérieures ondulées telles qu'elles sont originellement sur le bac acier pose plusieurs problèmes. Le premier est un problème, je reviens sur le terme de confort, mais vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas juste une question d'esthétique. La raison pour laquelle on a besoin de parois planes dans une maison individuelle, c'est tout simplement parce que sur une paroi plane, on peut utiliser tout un tas de parements différents et éventuellement de positionner du mobilier qu'on ne pourra pas faire sur de la tôle ondulée. Poser des meubles de cuisine, poser un tableau, poser un miroir, enfin, on peut tout imaginer. Maintenant, il y a un deuxième problème qui, lui, est d'ordre structurel, qui, pour moi, est de l'ordre du désordre, justement, ce qu'on appelle le désordre en termes de bâtiment, c'est que Julien utilise un plancher stratifié flottant. Donc la problématique du plancher flottant, c'est que, comme son nom l'indique, il ne doit pas être embuté nulle part, ni contre les murs, ni contre un seuil de porte ou des choses comme ça. Alors la problématique du parquet stratifié, c'est que soit il va tabloter dans chacune des ondulations et se laisser 5 mm bord à bord pour permettre le flottement du stratifié, soit il va couper droit, et auquel cas, toute la poussière, toutes les saloperies, et pardonnez-moi le terme, vont aller se mettre à l'intérieur. Et je vous rappelle que les ondes, elles ne sont pas fines, elles ne sont pas petites, hein, elles font 3 à 4 cm de profondeur, ce sont des vraies ondes. Donc ça, on peut difficilement le corriger si on n'a pas une paroi plane. Alors Julien fait le choix plus tard de poser des plaintes droites. Bon, ça résout le problème au-dessus du plancher flottant, ça ne résout pas le problème au-dessus de la plainte. Je veux dire, soyons clairs, c'est parfaitement dégueulasse. Ça fait bricolage, encore une fois, on n'est pas dans un atelier, on est dans une maison individuelle. Enfin, il y a un dernier point, et qui encore une fois n'est pas des moindres, c'est que l'acoustique, je parle de l'acoustique, je ne parle pas du phonique, donc l'acoustique à l'intérieur d'une maison container, c'est proprement impensable. Je veux dire, on ne peut pas. Je ne sais pas si je ne vois pas à un moment donné un piano ou un clavier, quelque chose comme ça dans le décor de la vidéo de Julien, mais c'est pas la peine, il faut oublier ça. Hein. Vous faites ni du piano, ni de la guitare, vous chantez pas, et puis quand vous recevez des amis, si vous recevez beaucoup d'amis, vous allez
plus rien entendre, c'est la cacophonie. J'ai écrit un article sur le traitement acoustique des pièces, notamment dans les établissements recevant du public. C'est un véritable problème, c'est un sujet aujourd'hui, c'est plus juste du confort, c'est un sujet. C'est un sujet de bien-être, certes, mais une maison individuelle, elle est faite pour qu'on s'y sente bien. C'est-à-dire que dès lors qu'on a envie de jouer du violon, ou du piano, ou n'importe quoi d'autre, ou simplement de discuter avec des amis lors d'une soirée, on dit qu'il ne faut pas qu'on soit obligé de sortir de la maison. Voilà, donc on a un véritable problème de parement, de lecture architecturale qui plaît à Julien, mais qui ne plaira pas forcément à tout le monde, de structure au sens du second œuvre, c'est-à-dire, je reviens là-dessus, mais les prises apparentes, les goulottes, l'impossibilité d'avoir des parois planes pour poser tout et n'importe quoi. Comment tu poses de la faïence? Il faut m'expliquer. Hein, en crédence, donc tu es bien obligé de doubler, de plaquer. Donc soit tu plaques que les éléments qui sont derrière la cuisine et dans la salle de bain et autres, et tout le reste en tôle ondulée, mais il va falloir gérer tes bas de pente, il va falloir gérer pas mal de choses. Donc encore une fois, il y a de trop grosses lacunes qui n'apparaissent pas de prime abord dans les vidéos qui sont plutôt élogieuses, mais qu'il faut impérativement mettre en avant pour éviter de faire penser aux gens qu'ils vont avoir un intérieur digne d'une maison de maçon. Parce que ça ne sera pas le cas. Ils auront juste un container. Point barre. La maison container, elle a plein d'avantages. Si on écoute ce que les gens disent sur YouTube. Mais les inconvénients sont tout aussi importants. Et notamment, on n'évoque jamais les problématiques du sismique, de l'incendie, de l'acoustique, enfin du phonique, de l'acoustique en général. Et vous verrez pourquoi je dis phonique et acoustique, parce que ce sont deux choses bien distinctes. Et de l'isolation. Effectivement, bon, ce sont des éléments qui peuvent paraître totalement anodins au départ, parce que la seule chose qu'on a envie, finalement, c'est de se mettre un toit sur la tête et de regarder Netflix. Voilà les amis, c'était la fin de la première vidéo sur les maisons containers, donc la première partie qui correspondait à la vidéo de Julien, que j'adore. Parce que c'est super ce qu'il fait. Donc on va aller au-delà de la critique, puisque la critique elle est nécessaire, mais elle est aussi tout de même à relativiser avec le côté marginal, certes, mais super intéressant de la maison conteneur. Donc c'est un truc je vais vraiment l'exploiter ça, parce que j'ai vraiment envie d'aller voir. Et d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, parce que dans pas longtemps, je vais visiter une maison container qui n'est pas totalement finie, donc ce sera l'occasion d'aller voir les éléments techniques, ici dans le coin, pas très loin de chez moi. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, ça pique ma curiosité, je trouve ça pas mal, simplement il faut quand même bien circonscrire les éventuels défauts techniques, mais ça, encore une fois, on peut venir. Je ne sais pas si je l'ai dit, abonnez-vous à ma chaîne, c'est important parce que ça fait de la visibilité, puis comme je diffuse pas souvent non plus, donc ça vous permettra, si vous appuyez sur la cloche des notifications, d'être alerté quand je sors une vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie qui va concerner le budget et la vidéo de Polo que j'ai adoré, voilà, que j'ai carrément adoré, donc pareil, les liens dans la description. Tchou!